Testachat dépose plainte contre la BBL pour publicité mensongère, le trafic de marchandises en hausse dans les ports belges en 2002 et Jean-Claude Leger nous livre ses impressions sur 2002. Mesdames et messieurs, bonjour. L'organisation de protection des consommateurs Testachat dépose plainte contre la BBL pour publicité mensongère. Testachat vise par là la campagne publicitaire 2+2 de la BBL, accusée de jeter de la poudre aux yeux des consommateurs. Testachat en appelle également à une surveillance plus étroite des publicités pour produits financiers. Raph Lusters et Serge Quadbach. La banque BBL mène depuis novembre sa campagne 2+2% sur toutes les sommes d'argent versées sur le livret d'épargne du 30 octobre 2002 au 27 février 2003. La BBL propose un taux de base de 2% plus une prime d'accroissement de 2%. Une campagne de publicité habituelle qui, selon la BBL, n'est pas trompeuse. La banque admet que sa publicité a pour but d'attirer le client, mais que ce dernier peut récolter tous les renseignements qu'il veut sur le site internet. Mais Testachat démontre que 2+2, ça ne fait pas toujours 4. C'est notamment sur la question de la confusion entre la durée de la promotion et la durée pendant laquelle l'argent doit être immobilisé pour obtenir cette prime d'accroissement. La deuxième raison principale, c'est que dans la publicité, on évoque la possibilité d'une disponibilité totale des fonds qui sont versés sur le livret vert, ce qui est faux, puisque par définition, pour obtenir la prime d'accroissement, il faut immobiliser l'argent. Si le collimateur de Testachat est dirigé actuellement sur la BBL, le journal pour consommateurs dénonce les mauvaises manières d'autres institutions financières. Des taux qui sont beaucoup trop élevés, en tout cas qui sont supérieurs à ce qu'on peut réellement obtenir. Ce sont des promesses de rendement qui ne peuvent jamais être atteintes. On a aussi toute une série de problèmes sur les conditions qui doivent être remplies pour obtenir par exemple une prime d'accroissement. Donc toutes ces conditions ne sont pas clairement précisées dans la publicité. Et lorsque le consommateur est confronté à cette publicité, il est dans la plupart des cas trompé. Testachat en appelle à l'inspection économique. L'organisation présente elle-même quelques mesures à appliquer. Ainsi des rendements de produits financiers qui devraient être proposés sur une base annuelle ainsi que sur une base nette, c'est-à-dire après les éventuels coûts et impôts. Et puis tout autre chose avec les statistiques annuelles du trafic de marchandises dans les ports belges. Celui-ci est en augmentation en 2002, que ce soit à Anvers, Zeebrugge ou encore Ostende. À Anvers et Zeebrugge, les chiffres ont surtout été dopés par le trafic de conteneurs. Wim Segers et Muriel Van den Abel. Anvers, le premier port du pays, devrait voir son trafic 2002 dépasser légèrement celui de l'année record 2000 avec 131 millions de tonnes de marchandises transportées. C'est surtout le trafic de conteneurs qui a fortement progressé avec une hausse de 13% qui compense le recul du transport en vrac. Même scénario à Zeebrugge où le trafic de conteneurs progresse de 12,6%. Et pour le transport de voitures aussi, 2002 a été un grand cru à Zeebrugge. Het is niet omdat de auto-industrie het al dan niet goed doet dat het logistiek niet moet gebeuren en dat het logistiek niet op de meest efficiënte manier des te sterker. Als het slecht gaat waarschijnlijk, dat des te sterker kijkt men dat het logistieke gebeuren kostenbesparend werkt. En dus kijkt men naar hoe men maximale winst kan hebben in die distributie en die herverdeling van wagens. En dan zie je dus een concentratiebeweging die zich op de haven van Brugge-Zeebrugge aftekent en versterkt wordt dit jaar. Les activités roll-on, roll-off, par contre, enregistrent une baisse de 5,6% à Zeebrugge. Un recul imputable à la baisse du trafic des lignes P&O vers Douvres et Felixstowe. Zeebrugge doit en effet affronter la concurrence de Calais. De slag van het kanaal wordt geleverd op Calais natuurlijk naar Dover. Zeebrugge is iets verder ten opzichte van Calais. En een andere pool is Rotterdam. Ik denk dat de les daarin is dat wij moeten zien dat de verdere routes voor ons uitermate belangrijk zijn. Dat wij dus inderdaad op de London area en hoger Noord-Engeland zeer sterk staan. Omdat daar het tijdsaspect heel belangrijk is en dat wij daar als Zeebrugge beter gepositioneerd zijn. Globalement, le trafic marchandises a augmenté de 2,6% à Zeebrugge en 2002 à 33 millions de tonnes. Le port d'Ostende, pour sa part, affiche une progression de 45% de son trafic marchandises à plus de 6 millions de tonnes. Et la Banque centrale, de son côté, étudie bien la création de futurs billets de 1 et 2 euros. Wim Duisenberg, le président de la BCE, l'a confirmé le week-end dernier. Nouveauté, la fabrication des billets ne se ferait plus sur support papier, mais bien sur support plastique. Une très bonne nouvelle donc pour UCB, qui fabrique déjà de tels billets dans 20 pays différents. Raph Powels et Muriel Van den Abel. Plus de 60% des commerçants préféreraient les billets de 1 et 2 euros plutôt que leurs correspondants en pièces de monnaie. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête conduite par l'Union flamande des entrepreneurs indépendants, l'UNISO. Personnellement, je préfère les billets parce que
Ça a plus de valeur, un billet a plus de valeur, c'est moins encombrant. Et on ne connaît plus la valeur maintenant de 1 euro, ça fait quand même plus de 40 francs. Guy Quaden, président de la Banque nationale de Belgique, l'avait déjà envisagé et c'est maintenant le tour de Wim Duisenberg de répondre à ces revendications. Mais les billets de 1 et de 2 euros ne seraient pas fabriqués de la même manière que les autres. Ils seraient en plastique, comme le dollar australien, un dollar confectionné par les bons soins de la société chimique et pharmaceutique belge UCB. Nous sommes en contact évidemment régulier avec les autorités européennes. Comme nous sommes d'ailleurs en contact avec toutes les autres banques nationales à travers la communauté européenne. Aucun contrat n'a cependant encore été signé, les démarches s'étant limitées jusqu'à présent à la prise de contact. UCB est à travers sa filiale australienne Securency l'unique producteur dans le monde du film de polypropylène qui constitue les billets de banque australiens. Securency est une joint venture entre UCB et la Banque nationale australienne. Depuis 1988, date de lancement des nouveaux billets, 19 autres pays ont été conquis, dont la Chine, le Mexique, le Brésil et l'Indonésie. L'un des avantages du billet en plastique, la sécurité. Vous voyez ici, il y a une petite fenêtre transparente qu'on peut mettre dans nos billets. Cette fenêtre transparente nous permet plus simplement de photocopier ou de scanner un billet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la photocopieuse ou le scanner est probablement la plus grande source de falsification à travers le monde. Un autre avantage important est la longévité de tels billets qui peuvent vivre jusqu'à 6 fois plus longtemps que les billets en papier. Et bien que le coût soit 50% plus élevé, on peut néanmoins en apprécier l'économie pour les banques centrales. UCB estime à 100 milliards le nombre de billets fabriqués par an dans le monde. Un marché qui pèserait 1 à 2 milliards d'euros si l'on fabriquait tous ces billets en plastique. En 2001, Securency récoltait un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Il y a donc un certain potentiel de croissance. Voilà, et vous aurez rectifié par vous-même qu'il ne s'agissait pas de la voix de Muriel Van den Abel, mais bien de celle de Serge Quadbach. Quelques jours après leurs collègues du cabinet des finances et ses mesures fiscales, les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales ont fait le point ce lundi sur les mesures sociales qui entreront en vigueur dès 2003. Petit rappel de toutes ces nouveautés sociales et bien sûr de leur coût par Alice Berger. Beaucoup de choses s'améliorent en 2003. Les bas salaires augmentent grâce à une nouvelle réduction des cotisations personnelles. Les pensions sont aussi à la hausse grâce à un autre calcul des impôts et une adaptation au bien-être pour les pensionnés qui ont pris leur pension avant 1996, suivi d'une forte augmentation des pensions minimum pour les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés. La liste est longue et l'addition est salée. L'effort budgétaire pour l'augmentation des allocations sociales est important. Pour l'année 2003, toutes ces mesures ensemble entraînent une augmentation des dépenses en allocations sociales de plus de 250 millions d'euros. On est bien entendu resté dans le budget, que ce soit pour l'augmentation du salaire minimum, j'aurais dû en parler, parce qu'il y a quand même 630 000 personnes concernées. C'était prévu dans le budget de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne l'aide aux personnes âgées dépendantes, c'est environ 3 milliards de francs belges, 4 milliards en 2004, donc 100 millions d'euros qui ont été prévus évidemment dans le budget. 38 heures, ça ne coûte rien, c'est au sein des entreprises. Donc on reste bien entendu dans le budget, aucun dérapage. Mais ce n'est pas tout. Les mesures 2003 prévoient aussi une protection sociale propre aux conjoints aidants ou encore le congé de maternité des travailleuses indépendantes qui passe de 3 à 6 semaines avec indemnisation doublée. Des mesures coûteuses mais nécessaires et pour éviter qu'elles ne soient un gouffre dans les budgets à venir, il faut aller plus loin. L'accord interprofessionnel qui a été conclu entre les syndicats des travailleurs salariés et les employeurs est un accord qui vise de donner priorité à l'emploi. Parce que, évidemment, sans augmentation de l'emploi, à terme, la sécurité sociale est en difficulté. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de donner priorité à l'augmentation de l'emploi au niveau de la négociation sociale maintenant aussi dans les secteurs. Bref, il y aura du pain sur la planche. Et en bref, dans l'actualité économique et financière de ce lundi 30 décembre, les estimations de l'État chinois sur le taux de croissance de la Chine en 2002, les fortes amendes infligées par les autorités néerlandaises de la concurrence à un cartel télécom aux Pays-Bas donc, et le montant des dégâts provoqués dans le monde par les catastrophes naturelles en 2002. Le tout en images par Muriel Van den Abel. Les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles dans le monde ont atteint en 2002 quelques 55 milliards de dollars.
un montant qui représente une hausse de 57% par rapport à 2001. Il faut dire que l'année écoulée a été fortement marquée par les nombreuses crues en Europe. Par contre, le montant des dommages couverts par les assureurs reste lui statu quo, puisque de nombreuses victimes des inondations n'étaient pas couvertes par une assurance. À titre d'exemple, les crues du Danube et de l'Elbe au mois d'août ont provoqué des dégâts évalués à 18,5 milliards de dollars, dont 3 milliards seulement étaient assurés. Enfin, 70 séismes ont été répertoriés en 2002 pour des dégâts de l'ordre de 1 milliard de dollars. Les autorités néerlandaises de la concurrence, la NMA, ont infligé une amende de 88 millions d'euros répartie entre 5 opérateurs de téléphonie mobile aux Pays-Bas. C'est la plus grosse amende jamais imposée par la NMA, qui a accusé ces entreprises de s'être entendues pour supprimer les rémunérations accordées aux revendeurs d'abonnements GSM. Ceux-ci se basaient sur ces subsides pour fixer les prix des abonnements. Du coup, la différence de prix entre opérateurs s'atténue pour le consommateur. La plus grosse amende est pour KPN, suivie de Vodafone et Ben, tous deux accusés d'être les instigateurs de ce cartel, et de Deutsche Phone et O2. KPN a déjà décidé d'aller en appel. La croissance de l'économie chinoise s'est établie à 8% en 2002 contre 7,3% un an plus tôt. C'est ce qu'a estimé Zhu Zixin, le directeur du Bureau national des statistiques. Le PIB chinois dépasserait le montant de 1200 milliards de dollars. La croissance est ainsi en ligne avec les prévisions dopées par les exportations en hausse de 21%. Et 2003 devrait s'inscrire dans la même veine, malgré les nombreuses incertitudes sur le plan international et des problèmes internes qualifiés d'aigus. La Chine doit en effet poursuivre la restructuration de nombreuses entreprises d'État déficitaires, tout en évitant une explosion du chômage, sans oublier les problèmes des agriculteurs engendrés par l'ouverture du marché chinois. Et dans le cadre de notre série d'interviews de fin d'année, nous vous proposons ce lundi les commentaires de Jean-Claude Leger, l'administrateur délégué de l'entreprise Systemat. Le patron du groupe de services informatiques, qui n'a rien perdu de sa verve, vous allez le voir, nous explique ce qu'il a marqué durant cette année économique 2002. Alexandre Binamé. Un seul chiffre peut être un élément principal, 8 700 milliards de dollars évaporés, perdus à Wall Street, en bourse de New York. Un véritable crash boursier dont on ne parle pas trop et qui aura des conséquences lourdes pour les entreprises et pour les PME, les entreprises en général. Conséquence directe pour les PME, une impossibilité de lever des capitaux aujourd'hui en bourse. Entrée à la cote à Bruxelles en 1997, Systemat a alors pu trouver un financement dans son expansion via une place boursière. Après la débâcle de ces dernières années, et notamment celle de 2002, cet accès boursier au marché s'est refermé. Eh bien, cette fenêtre, aujourd'hui, s'est refermée. Et la capacité des entreprises, et des petites entreprises principalement, de pouvoir se refinancer sur ce marché a disparu, probablement pour de longs mois, voire plusieurs années. Et donc c'est un élément extrêmement grave, c'est cette espérance qui, à mes yeux, a disparu. Devant ce qu'il estime être un crash boursier, Jean-Claude Leger dit garder confiance dans les managers actuels. Alors, tout simplement incompris, les patrons de Vivendi Universal, Enron ou encore WorldCom. C'est vrai qu'il y a quelques cas emblématiques, mais je vous dirais que ces personnes ont été gonflées à l'hélium, ont été littéralement portées par une communauté financière et une communauté médiatique qui finalement a construit littéralement leur personnage, et il ne faudrait pas leur attribuer 100% de la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est une responsabilité collective, et en ce qui concerne les small caps, c'est certainement pas l'attitude des patrons de petites et moyennes entreprises, vous n'allez pas les comparer à Jean-Marie Messier. Reste que faute, il y a, et très clairement se plaît à rappeler le patron de Systemat, et personne n'est épargné. Mais c'est la faute très clairement à la communauté financière, la faute aux analystes, la faute aux cabinets d'audit, la faute aux cabinets d'avocats qui ont monté littéralement toute une série de dossiers avec certains entrepreneurs plus opportunistes que réalistes, si je puis dire, et qui ont conduit à de multiples catastrophes dans ce qu'on a appelé la fameuse bulle Internet. L'année 2002 pour Systemat, cette fois, c'est une douloureuse restructuration visant à remettre les compteurs à zéro. Le numéro 1 belge des services micro-informatiques a vu durant le premier semestre tous ses principaux indicateurs bilantaires piqués du nez. 140 collaborateurs sont remerciés. Je crois que ce qui a été le plus dur en 2002, c'est de nous séparer pratiquement de 120, 140 collaborateurs qui étaient des gens remarquables, qui n'ont certainement pas mérité le fait de devoir quitter l'entreprise, mais l'entreprise a dû adapter sa voilure à la taille du marché.
Ce n'était pas dans nos habitudes chez Systémat. Nous avons toujours été une entreprise qui a grandi, qui a engagé. Le fait de devoir réduire nos effectifs, ça nous a fait très mal, et à moi en particulier. L'année 2002, c'est également le gel des investissements de beaucoup de grosses entreprises. Les projets sont mis au frigo par la crise. S'il comprend ce refroidissement, Jean-Claude Loger prévient à sa manière que les PME belges ne pourront pas encaisser éternellement la crise. Si nous devons souffrir non seulement de la petite taille de notre pays, mais également de la désaffection des entreprises et des investisseurs de notre pays, je pense que ça va devenir extrêmement difficile de ne pas devenir simplement un pays de sous-traitants, un peu les moujiks de l'Europe, si je puis dire. Oui, je suis dur, mais vous savez, moi, ma carrière est terminée. Je peux me permettre aujourd'hui de dire ce que je pense. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal des marchés financiers présenté par Alexandre Binamé. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle édition du journal un petit peu avant les fêtes de nouvelle année, mardi soir donc en début de soirée. Merci de nous avoir suivis.